mariage a été une institution sacrée depuis l'Antiquité grecque, mais seulement il y a deux moments forts dans l'institution du mariage qu'il faut considérer, selon mon avis, hein, comme je dis, c'est une opinion. C'est la période allant du bas jusqu'au Moyen-Âge, donc jusqu'à la Révolution industrielle. Donc le Moyen-Âge, il faut comprendre que il faut retenir qu'on ne se mariait pas, mais on te mariait. Moyen-Âge, on ne se mariait pas, on te mariait. Le mariage était une affaire de communauté. Il faut bien retenir dans le Moyen-Âge, une affaire de communauté. De village en village, les gens, pour des intérêts communautaires, on demandait bon, que tu te maries à tel. Et ce qui était important, c'était le lignage, donc le nom, la préservation du nom, donc l'économie, donc la transmission du patrimoine, et raison biologique, donc c'est les bras armés pour travailler dans nos champs. Nous le savons en Afrique ici, comment nos paysans choses. Donc vous voyez, voilà le mariage, voilà les fondements sur lesquels reposait le mariage. C'était d'abord une affaire de communauté. Donc on te mariait, mais on ne se marie pas. Est-ce que vous avez compris les trois piliers sur lesquels reposait le mariage? Si vous n'avez pas bien compris, je reprends. Le mariage était une affaire de communauté, donc des intérêts communautaires, de village en village, de famille en famille, c'est ça. Il reposait sur le lignage, donc la perpétuation du nom, sur l'économie. N'oubliez pas que nous sommes dans l'économie féodale. Il n'y a pas encore l'économie industrielle. Hein. Vous comprenez tout ça, l'environnement. Donc, tout est communautaire. Les parcelles, les quoi, tout est communautaire. Il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'inclination individuelle ici. Voilà. Si vous avez bien noté. Le revers de ça, c'est qu'il n'y a pas de divorce. Le divorce au Moyen-Âge était inconcevable. Il n'y a pas de divorce, non. Vous pouvez aller fouiller vos archives, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Oui, il n'y a pas de divorce. Parce que ce n'était pas l'amour-passion. Tout ça, ce n'était pas de l'amour-passion. Et l'adage de l'époque, c'est que tu te maries une seule fois, mais tu peux aimer 30 fois. Donc, vous comprenez les maisons closes, quoi, tout ça, voilà. Donc, on ne divorçait pas. Ça, c'est clair. Au Moyen-Âge, on ne divorçait pas. On se marie une fois, mais on peut aimer plusieurs fois, 100 fois. Vous comprenez? Et vous comprenez, non? Ça veut dire, voilà. Donc, les harems, quoi, tout ça, en fait, les maisons closes, ça, c'est autre chose. Donc, c'était le prestige, l'honneur, quoi, tout ça. Puis, c'était, voilà. Et les enfants n'étaient pas trop choses. Donc, ils étaient vraiment importants pour choses. Donc, les fondements du mariage, ça, je vous avais déjà noté. Et si vous avez bien remarqué, ces trois fondements sont stables. Ces trois fondements sont stables, ne sont pas fluctuants. Vient maintenant quelque chose de très important, qu'on va appeler la révolution industrielle. D'une des conséquences de la science et de la technologie. La révolution industrielle va apporter quoi? La notion de profit. Donc, quand on parle de manufacturière, c'est-à-dire tu vends ton énergie à la main, donc manu, donc tu vas dans une industrie, donc la main tu travailles, donc ton énergie, et puis comment on appelle, celui qui a la propriété privée te paye. Donc on parle de manufacturière, l'économie manufacturière. Ouais, mais voilà, vous comprenez? Et ça va être, la révolution industrielle va être le point de départ de l'individualisme, de l'individu, qui va être arraché à la communauté. Donc, cela s'accompagne avec l'institution du salariat.
révolution industrielle, manufacture, salaire, donc salariat. Donc les jeunes des villages, des communautés paysannes vont être sollicités, vont être nourris vers les industries, donc les manufacturières. Vont s'émanciper de la communauté, vont être arrachés à la communauté. Et vont maintenant aller dans les industries pour choses. Ils ont un salaire à la fin du mois. Ils ont un logement quelque part. Très vite, la dame a su son autonomie financière et l'homme a su son autonomie financière. Ils se côtoient à l'industrie, au couvent ou bien à l'auberge. Voilà la naissance de l'amour-passion. Voilà comment l'amour-passion va naître. Donc, révolution industrielle et, comme on appelle, désintégration des communautés, individualisme dans les manufacturières, autonomie financière des jeunes et rencontre, et puis l'amour-passion va naître. Et l'une des conséquences immédiates, c'est le mariage amour-passion qui va naturellement générer le premier divorce. Le divorce. Vous avez compris? Parce que tout simplement, l'amour-passion repose sur quelque chose de non stable, mais de fluctuant. Tout simplement, voilà la source. Et le premier divorce, noté en Europe, en France, 1884. Voilà. 1884. Et depuis ce temps, on ne fait que chose. Voilà. Donc, maintenant, on a tout inventé, contrat, mais ça repose sur l'amour-passion. Voilà. Mais avant, il n'y a pas de divorce. Vous pouvez fouiller vos archives, il n'y a pas de divorce. Puisque l'amour reposait sur des fondements stables, que ce n'est pas fluctuant. Donc, voilà en gros ce que je peux dire maintenant avec la dégénérescence actuelle, là, maintenant, sur ça, je pense que c'est ce que j'avais à dire. C'est deux moments, je voulais vous faire observer les deux moments. Voilà. Et c'est la révolution industrielle qui est à la base de tout ça. Et généralement, ça contamine les pays africains pauvres. On va lentement. Mais nous, on a encore quelques débris de cet amour communautaire, encore débris. Mais toutes les filles se révoltent maintenant. Ça est presque, voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur le mariage. Maintenant, le dernier point, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de vivre, comme on l'entend, sa vie. Mais il faut réussir sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce que la vie déjà nous a été donnée. La vie, c'est un don, comme on le dit. Par le Créateur de l'univers, c'est un don. Lui seul sait ce que vous avez mérité, mais c'est un don, donc il n'y a pas de mérite, c'est un don pour tout le monde. Ce que chacun d'entre nous doit faire pour mériter de son Créateur, c'est de réussir sa vie. En réussissant sa vie, c'est un culte que vous lui envoyez, vous réussissez sa vie. Et réussir sa vie, c'est de vivre selon les normes, respecter la nature et tout ce que vous voulez savoir. On a réussi sa vie. Donc cette question, justement, a toujours alimenté les érudits intellectuels depuis la nuit des temps. Donc les premiers à avoir pensé à ça, pour savoir que vraiment, finalement, le but de l'homme, le défi de l'homme, ce n'est pas de vivre, mais c'est de réussir sa vie. C'est d'abord les cosmologistes, donc ceux qui regardaient l'univers, donc le cosmos, donc les premiers Grecs. Donc je reviens encore par rapport à ce sujet-là. Donc eux, les premiers, donc l'Antiquité grecque, et donc leur réponse à cette question primordiale, c'est comme je l'ai dit, c'est d'abord la connaissance du fonctionnement de l'univers, et puis vivre en conformité avec l'univers. Et c'est la façon de réussir ta vie sur Terre. Et pas l'agresser, pas agresser l'univers, parce que les anciens Grecs considéraient que Dieu, le Créateur, est comme un être humain géant qui domine l'univers. Donc il y a les bras, il y a la tête, il y a les dents, il y a la rate, il y a la chose. Chacun, avec sa posture actuelle, nous sommes comme éparpillés.
La vie que tu vas vivre pour réussir, c'est d'arriver à aller t'ajuster à l'endroit du corps cosmique que le Créateur est. Puisqu'en réalité, il nous porte tous. Ce n'est pas un Big Bang qu'on s'est éclaté. Voilà le raisonnement. Et voilà en même temps la réponse. Celui qui aura parcouru, clopin, théorisé, jusqu'à aller s'ajuster à l'ordre cosmique. Parce que vous, Madame Tano, vous, votre cellule-là, vous êtes près du cœur du Créateur. Mais pourquoi vous êtes séparés, comme vous êtes séparés, vous vous arrangez, allez prendre votre place dans le cœur de Dieu. Vous allez réussir votre vie. Ça, je vous parle de 8 siècles. Le raisonnement a été tenu 8 siècles avant Jésus-Christ. Ça allait rajuster, prendre ta place, comme un puzzle. Un puzzle éparpillé, vous vous arrangez, vous allez prendre place. Vous allez réussir votre vie. Donc ça, c'est assez grec. Ensuite, est venu, comme on appelle, les thèses religieuses. Les thèses religieuses. Comment réussir sa vie? Donc les religions ont apporté aussi leur réponse. Par la prescription de la volonté de Dieu. Respecter les prescriptions de la volonté de Dieu, vous devez réussir votre vie sur terre. Chez les églises, c'est l'évangile. La bonne nouvelle. Évangile, ça vient de parole des anges. Angélia, évangile, évangile. Ange, Angélia, donc c'est l'ange. Léa, c'est la parole. Donc la bonne nouvelle. Respectez la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, et vous allez reçu votre vie sur terre, et en plus, le salut comme récompense. Avec la résurrection de Lazare dans l'évangile de Saint Jean. Vous allez recevoir donc la résurrection individuelle. Donc maintenant, ici et maintenant, respectez la parole de Dieu. Pour vous les chrétiens, c'est le cas des évangiles. Pour les musulmans, les recommandations de Dieu sont dans le Coran. Donc respectez ça, vous aurez réussi votre vie. Et comme récompense, vous serez au paradis. Donc les églises et les religions ont apporté les réponses. Donc ça veut dire qu'il y a deux réponses à la question, vous voyez. Donc vous voyez que réussir sa vie déjà, je m'arrête là, c'est loin de la réussite financière et économique. C'est loin des honneurs qu'on vous rend. Ça n'a rien à voir. Au contraire, ça vous éloigne de la réussite de votre vie. Vous voyez? Ici, réussir sa vie là. Parce que vous allez parler ce thème-là des universitaires, ils vont penser que c'est avoir la plus belle femme du monde, avoir une grosse maison, avoir... Ce n'est loin de là. Réussir sa vie n'a rien à voir avec la réussite financière, les honneurs qu'on vous rend, la réussite sociale, la réussite... chose, ça n'a rien à voir. Les deux réponses que je viens de vous donner là, il y a une qui est 8 siècles avant Jésus-Christ. Voilà. Deuxièmement, ça vient des religieux. Et vous savez que ça, on ne parle pas. Le bien matériel vient par surcroît. Voilà. Ça n'a rien à voir. Troisième grande réponse, pardon, à comment réussir sa vie. Ça vient de ce qu'on appelle les philosophes des Lumières. Donc, quand il dit philosophes des Lumières, c'est les humanistes des Lumières, les philosophes, voilà. Et là, vous allez voir que ce groupe d'intellectuels, ils viennent juste après la révolution scientifique, là. Ils sont de cet ordre-là. Donc, eux, c'est différent. Eux, réussir sa vie, c'est apporter quelque chose par son intelligence au progrès humain. Vous comprenez? Vous voyez, au progrès humain. Peu importe la volonté de Dieu, ils s'en foutent de ça. Mais c'est ce que toi tu as fait dans le jour et puis tu as apporté quelque chose au progrès humain global, là, c'est ça. Vous comprenez? C'est sur ça qu'un certain président Sarkozy a rebondi en disant à l'université Cheikh Anta Diop une année là que l'Afrique n'est pas sérieusement entrée dans l'histoire.
l'histoire du progrès humain. C'est de ça qu'il veut dire. Vous savez, ça fait un tollé, les intellectuels ont réagi là. Nicolas Sarkozy est venu à l'université où il a dit que le problème des Noirs, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment entré dans l'histoire. C'est de ça qu'il parlait. À l'histoire du progrès humain. Voilà. Mais il ignore l'Égypte. Ce que je viens de dire, c'est clair, il ignore. Bon, et puis, quel est cet apport? Quels sont les bienfaits de cet apport dont il parle? Voilà, l'impact. Ça, c'est encore une question à poser. Donc, les Noirs sont brocardés parce qu'ils ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire. Mais en réalité, c'est l'histoire du progrès humain. Donc, les inventions, les trucs, la créativité, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, eux, 16e, 17e siècle, on a appelé les humanistes des Lumières, donc le siècle des Lumières qu'on a parlé. Voilà. Donc, c'est lorsque on a contribué à l'histoire du progrès humain. C'est dans ça que vous voyez, à cette époque-là, vous voyez, on dit le pays reconnaissant, comme le pays reconnaissant aux œuvres que vous avez faites, donc vous inscrit au fronton du Panthéon. Vous voyez? C'était celui-là. Donc, Descartes ou bien Pierre-Marie Curie, vous avez fait quelque chose au progrès humain, donc vous êtes inscrit au fronton, ce qu'on appelle le Panthéon en France. Et le 30, le mardi 30, Joséphine Baker, on a inscrit son nom au Panthéon, justement. Elle est née en 1906, parce qu'elle a participé héroïquement, elle a répondu à l'appel du journal de Gaulle, elle a participé à beaucoup de choses, et puis elle s'est battue pour, comme on appelle, le droit des citoyens, et le mardi 30 novembre passé, elle a été inscrite au Panthéon. Vous comprenez? Donc voilà, ça veut dire, vous voyez que c'est laïque, c'est profane, parce qu'elle a fait des choses, donc elle est inscrite au Panthéon pour son immortalité. Voilà l'apport voilà la réponse des philosophes des Lumières à ce que on appelle réussir sa vie. Vous voyez, c'est laïque, ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de choses. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc l'illustration de l'exemple de Joséphine Baker, c'est ça. Le 30 novembre, on a inscrit son nom au Panthéon. Voilà, au Panthéon. Et si vous voyez, ce qui est commun aux trois réponses, c'est l'éternité de la vie. S'ajuster donc à avoir la vie éternelle, donc le salut, c'est ça. Vous voyez? Donc chaque époque donne la réponse qu'il faut. Après, vous allez voir la réponse la plus sage. Mais c'est ça, moi, le rôle, c'est de mettre tous les éléments et puis chacun regarde. Parce qu'à la fin, vous voyez qu'il y a vraiment une escroquerie terrible. Voilà. Il y a un exemple qui s'est passé sous nos yeux, vous avez vu, hein? Un exemple qui s'est passé sous nos yeux. Avec l'inscription du jeu de la dame, donc c'est une forme on a immortalisé comme ça. Voilà. Peu importe ce qu'elle a fait. C'était une chanteuse, souvent elle chantait, à un moment donné, je crois qu'elle chantait un peu dans les chansons érotiques, enfin, voilà. Donc c'est ça les héros. Maintenant, une quatrième réponse. Et là, c'est vraiment des révoltés. Et cette quatrième réponse est tenue par les gars comme Schopenhauer, ceux qui ont connu les philosophes allemands, les Freud, Nietzsche. Et ils disent, tout ce que les philosophes de lui ont dit, mais c'est du n'importe quoi. Et ils disent, et Karl Marx, et ils disent, réussir sa vie, c'est mettre de l'ordre à l'intérieur de soi-même. À partir de soi-même, l'intérieur, quand tu mets de l'ordre en toi-même, tu auras réussi ta vie. Parce que tout ce qui vient tout ce qui maintenant tu as fait à l'extérieur vient de la fondation qui est là. Voilà. Donc les Schopenhauer et puis les Freud, les Nietzsche, on les appelait même à justice les philosophes au marteau. C'est briser tous les préjugés, traditions, quoi, tout ça. Vivre intensément sa vie, mais en prenant soin de mettre l'ordre à l'intérieur. Donc, le mot
clé qu'ils avaient en commun, c'était l'aliénation de l'homme. L'homme est aliéné lorsqu'il n'a pas toutes ses facultés physiques, psychologiques et spirituelles réunies. Et tout ça, ça va chercher l'homme. Et c'est ce que Freud va bien caricaturer, parce que c'est un bon élève de Schopenhauer. Il vient bien caricaturer en théorisant sur le fameux ça, qui est en fait le réservoir de toutes les pulsions mauvaises de l'homme, toutes sortes. Voilà, là c'est ça. Voilà. Et le surmoi, lui c'est le grand censeur, le grand moralisateur, la pureté. Et le moi, c'est l'arbitre. L'ego aussi, là. Hein? L'ego est dans le moi. Non, l'ego est dans. Non, l'ego est dans le ça. Ah, il est à ce niveau-là. L'ego est dans le ça. Le moi, c'est l'arbitre neutre. Hein. Le moi, c'est l'arbitre neutre. Voilà. Qui fait la jonction entre les deux. Donc, c'est le médiateur. Voilà, disons, c'est le médiateur. Voilà. Le mot est plus juste. Maintenant, quand la médiation a échoué, c'est ce que Freud appelait la névrose. La névrose. Donc, c'est une maladie qu'il faut à tout prix guérir. C'est quand tu arrives à guérir ça, eux, ils appellent la clique de philosophes que j'ai cité là, tu auras réussi ta vie. Quand tu auras réussi à harmoniser le surmoi, le moi, ouais, et le ça en fait, puisque l'autre est un médiateur, tu as réussi ta vie. Parce qu'à partir de la purification de ton âme là, tu peux maintenant tout voir avec clarté, sagesse. Donc il faut commencer par se briser tous les liens, traditions, préjugés, tout ce qu'on a dit pour te conditionner là. Il faut, voilà. Mais maintenant, ce qui est dangereux, c'est que c'est teinté vraiment d'athéisme. C'est-à-dire que ça, c'est à l'ignorance de Dieu. C'est toi qui dois voilà, justement, qui dois réussir ce travail-là. Voilà, qui dois réussir ce travail-là. Donc voilà la quatrième réponse à comment réussir sa vie. Donc Schopenhauer, Freud, Nietzsche et tout ce que ça. Même Karl Marx, est-ce que lui parle de l'aliénation aussi? Parce que Karl Marx dit que dès que quelqu'un est détenteur de la propriété privée et qu'il emploie l'autre et puis le paye comme manufacturier, là, il est aliéné, puisqu'il paye sa force de travail. Il n'a pas toute cette faculté, donc il est comme un grand malade. C'est là que la thèse de Karl Marx est née. Il est de la trempe de ces philosophes-là. Voilà. Donc il faut briser le profit et la propriété privée pour venir à l'autogestion. L'homme, il est employé et employeur en même temps. Voilà en gros l'apport de Karl Marx à la construction de choses. Mais après, ça va être une escroquerie. Sinon, c'était très beau dans le livre. Donc, on a la quatrième réponse. Dernière réponse. Dernière réponse à comment réussir sa vie. C'est en ayant, donc le mouvement des écologistes, c'est en ayant réussi à aimer sa famille en préservant son avenir. C'est-à-dire qu'il y a une révolution ici du sacré. C'est ce qui va donner les mouvements politiques qu'on appelle les écologistes. Là. Que quand on a reçu, nous les aînés, on a reçu notre vie, c'est qu'on a préservé, on a mis à l'abri les générations futures à l'abri. On a réussi à les mettre à l'abri. Donc les ingrédients qui entrent pour préserver la nature, qu'on va léguer, c'est le legs. C'est là qu'on a réussi notre vie. Donc les moyens qu'on a, c'est quoi? C'est préserver la nature. C'est de là que toutes les richesses viennent. Voilà la fondation et l'idée maîtresse des mouvements écologistes. Vous voyez. La transmission aux générations futures en l'état ou plus ce qu'on nous recevons. Donc quand on a réussi cela, c'est qu'on a préservé la nature, on a préservé le fonctionnement des choses, on a embelli la nature et puis on transmet. Donc ici, il y a une révolution du sacré. C'est-à-dire que c'est l'amour de sa progéniture.
ou des projets. Maintenant, ça peut être à l'échelle familiale, ça peut être à l'échelle du village, ça peut être à l'échelle, voilà, comment on appelle, et puis on transmet plus comment on appelle le transmission. Donc celui qui réussit, donc à l'échelle, comme on appelle la famille, le père de famille qui aura réussi sa vie, c'est lui qui a réussi d'abord sa succession, a transmis plus qu'il en faut à ses enfants. À l'échelle du village, c'est le notable ou bien les chefs qui auront réussi à la transition de pouvoir, donner le pouvoir à quelqu'un, préserver l'ordre du village, l'harmonie, la transmission aux générations. Donc vous voyez, donc ça, c'est la dernière réponse à comment réussir sa vie. Dans tout ce qui est commun, ce qui est commun à tout ce que j'ai dit là, vous allez voir que ces talents, on les met en œuvre et à la disposition des autres. Et c'est là que l'aristocratie dont parlait Platon a une faiblesse. Parce que Platon disait que le noble, il ne doit pas travailler. Et le noble s'exerce. Le travail et l'exercice, c'est différent. Le noble, lui, il monte, mais il ne monte pas. Il monte, il fait, et il ne monte pas. Voilà. Donc ça, c'est une des faiblesses, qui a été critiquée même par Matthieu dans la parabole des talents. Il ne suffit pas d'avoir des talents, il faut les mettre en valeur pour être jugé. Il ne suffit pas d'avoir des talents. Ces talents, il faut les mettre en œuvre. La parabole des talents, vous connaissez? Voilà. Parce que ce n'est pas elle qu'on voit ta moralité. On voit ce que tu sais, tu peux apporter aux autres. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire sur vraiment le thème, ou j'allais dire les thèmes de notre débat d'aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais vraiment dire. Et ça, c'est mon opinion personnelle, à partir de mes lectures, à partir des analyses et des points que j'ai mis dans l'histoire des idées de l'humanité, les différents points que j'ai mis. Parce que, tant que nous serons sur cette terre-là, le besoin de connaissance, qui est en fait le moteur de toutes nos pulsions qui nous amène vers la recherche, on va le faire toujours. On va le faire toujours. Mais notre humanité aujourd'hui, pour ce que nous voyons, donne beaucoup d'inquiétude. Il y a certains qui ne sont pas trop inquiets parce qu'ils se disent qu'il y aura, pour les grands exégètes, pour les grands qui réfléchissent sur les questions de l'humanité, ils disent qu'il y aura certainement des grands bouleversements, mais la Terre va tomber sur ses deux jambes. Certains optimistes le disent, hein. J'ai lu des grands penseurs qui disent de toute façon, les grands bouleversements sont inévitables. Voilà. Mais ce ne sera pas la mesure qu'on fait, parce que tout ce qui s'agite actuellement dans les laboratoires, pour fabriquer des gens, des robots, fabriquer même l'homme augmenté, comme on le dit, mais ils vont se faire prendre dans leur propre piège, et puis bon, l'humanité va se retrouver. Parce que aujourd'hui, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on voit vraiment des prémices de ce qu'il a dit depuis longtemps. Parce que l'homme robotisé, et aujourd'hui, quand on sait que les machines sont plus intelligentes que l'homme, déjà, et maintenant, la dernière génération de ces machines-là, c'est la conscience. Quand ils auront la conscience, mais là, bon, là nous sommes des morts ambulants, parce que ce qui se dit, c'est qu'on sera comme des animaux de compagnie pour ces robots-là. Et ça, quand la dernière génération de machines vont atteindre ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau de conscience, nous serons comme des animaux de compagnie de ces robots-là. Et ça, en intelligence, ils sont inégalés, ça c'est sûr. C'est une question de data. On te fait avaler des trucs jusqu'à ce que, comme on appelle, toi tu vas lire en tout le temps. Tu as ces data, ces données là dans la tête. Le diagnostic, tu le fais à la seconde. Ce qu'un médecin va mettre du temps à feuilleter, il est là à la seconde.
Maintenant, ce qui est en phase d'expérimentation, maintenant, c'est fait prendre conscience. Voilà. À la machine. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand tu fais des projections, il faut te dire qu'un jour, un bourgeois, tu vas venir chez nous, il va entendre, comme tu es de compagnie, il n'est plus intelligent que toi. C'est-à-dire, il devine même ta pensée avant toi. Donc, voilà un peu sur ce point-là que je vais terminer. Et donc, le but, c'est vraiment de permettre chez une génération, choses, vraiment d'avoir des choix pertinents et plus partis. Vous voyez que là, si vous mettez sur un tableau noir quelque part dans l'université, comment enrichir sa vie, je vous jure que 70%, 80% de la salle, ils vont voir, bon écoute, j'ai reçu mes études universitaires. Ça n'a rien à voir avec les études universitaires, j'ai reçu mes études universitaires, j'ai une villa, une grosse villa, et j'ai une belle femme, voilà, et puis voilà, j'ai un bon salaire. Voilà. Vous voyez, et puis combien de pourcents de jeunes aujourd'hui sont dans ça? Donc il faut justement, comme je le dis, c'est pourquoi depuis que vous m'avez dit, ça m'encourage maintenant, il faut que les aînés puissent dire les choses pour que certains puissent capter. Parce que ça, ils sont dans l'erreur totale. Total. Et comme je l'ai dit, il ne suffit pas de vivre. La vie, c'est un don du ciel, c'est de l'amour. Pour faire un culte, pour envoyer une onde d'amour à ton Créateur, donc une gratitude. La seule chose, c'est de réussir sa vie. Là, il sait que tu as vécu utile. Voilà. Alors que réussir sa vie, c'est plus orienté vers les autres. Mais ça, imagine-toi si ces gens de trucs sont enseignés depuis l'école primaire sous différentes formes aux gens. Voilà. C'est ça. L'école, oui. Aujourd'hui, que ce soit dans le monde entier, hein, l'école nous forme, mais ne nous transforme pas. C'est-à-dire qu'on te forme. Si tu as déjà en sommeil des réflexes de manipulateur, de grand escroc, l'école te permet de renforcer ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a plein de doutes. Mais c'est vrai, il y a plein de doutes là. Vous voyez que les choses, les gens, ouais, voilà. C'est différent en Côte d'Ivoire. Oui. Si tu as, comme on appelle, des effets de choses de quelqu'un qui est bon, si tu fais attention même, on te tire vers le bas, puisqu'on t'enseigne comment s'enrichir rapidement. Voilà. Voilà. Donc voilà, vous avez la parole pour apporter soit des questions, soit pour enrichir ce qu'on a dit, soit pour me contredire, pour que peut-être je puisse apporter un éclairage. Sinon, vraiment, c'est voilà ce que j'avais dit. Et c'est avec plaisir pour que ça puisse vraiment apporter quelque chose dans le comportement quotidien vraiment des gens. Parce que... Non seulement c'est très, très, très cohérent. Et dire quelque chose même encore venant de nous, venant de moi, c'est comme si je venais déranger cet ordre-là. Pour moi, peut-être à une autre occasion, je pourrais poser des questions, mais ça, je voulais que ça soit vraiment un raisonnement que les gens suivent de bout en bout, à mon niveau. Voilà. Ici, c'est bien structuré, puis c'est compréhensible, surtout pour les étudiants, les élèves et les élèves de terminale qui ont le bac à passer et tout ça. Ils seront, quand ils sont en train de raisonner, de prendre des exemples, ils auront des repères. Et avec ces repères-là, ils pourront facilement traiter leurs devoirs. Parce que là, moi je suis surpris, hein, nous avons traversé, nous avons fait la philosophie, mais jamais on nous a dit cela. Jamais. Merci. Vous, madame. Non, je n'ai pas de questions en tant que tel, peut-être en débattant des éléments scientifiques. Mais tu m'as dit que lui, il s'est parfaitement préparé. Il a musclé, de quoi il a fait du... Tout ça, il a fait des abdos, tout ça, pour venir m'attaquer. Non, je pense que... Bon, on va laisser la dame s'exprimer. Ah, d'accord. Pour moi, je pense que c'est toujours un plaisir. Hein. Je pense que Dieu est un sachant et Dieu ne réagit pas forcément dans une personne moins éclairée. Et je sais que le colonel a cette dimension-là. Ce n'est pas
je ne veux pas l'encenser, hein, mais je veux dire que quelqu'un qui arrive à faire une analyse un peu objective, essayer de structurer l'analyse là dans notre quotidien, franchement, c'est quelque chose d'agréable. Mais comme Bossuet disait, il dit Dieu rit des personnes qui chérissent les causes alors qu'il encense en guillemets non, Bossuet disait, je pense, je reprends, hein, il dit Dieu rit des personnes qui se plaignent des causes et des conséquences, alors que ces mêmes personnes-là chérissent les causes. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Voilà, aujourd'hui, on a la croisée des chemins. Et l'Afrique aujourd'hui doit prendre son destin en main. Moi, c'est mon... Quand je écoute le colonel, je veux qu'au moins on ait cette vision-là. Parce que c'est l'Afrique aujourd'hui qui doit dicter ses lois. Parce qu'on est plus proche, hein, quand on regarde tous les mythes et autres, là, on est plus proche de tout. Les meilleures civilisations sont déjà africaines. Les valeurs. Quand on parle il a parlé du mariage. En parlant du mariage, je pense qu'on ne trouve que ces valeurs-là encore en Afrique. Voilà, ça, c'est une réalité. Et quand on parle un peu aussi de comment réussir sa vie, mais nos parents nous montrent ça à travers même, vous allez rentrer dans un champ d'Anakadi, il va dire non, ici on ne cultive pas Anakadi. On va faire simplement igname, banane pour manger. On respecte même la terre d'une certaine manière. Mais comme il y a encore toujours des achetés, et ces personnes-là ne tiennent pas compte de l'écologie, comme il a dit, le dernier point, vivement que Dieu nous donne la force de pouvoir reprendre ces écrits et tout ce qu'il nous a donné comme information là, une bonne diffusion générale. Si on doit retrouver la formule de pouvoir faire passer ça sur les différents réseaux, de sorte à ce qu'on puisse impacter le monde. Parce que il a dit, et je termine par ça, que vivre sa vie et réussir sa vie, ce n'est pas simplement la vivre. Hein. C'est de créer les conditions pour impacter un peu son monde et son quotidien. Donc, c'est tout un plaisir. Et moi, franchement, à chaque fois qu'il y aura de telles informations, de telles rencontres, je serai toujours là. Comme je l'ai dit, c'est ce genre de débat qu'on a. Au début, la première édition m'avait un peu surpris, mais je commençais à prendre le goût à la chose parce que je me dis en fait ce qu'on fait, il faut que ce soit utile. Voilà, ce soit utile aux jeunes, parce qu'aujourd'hui on évolue dans une grande mare et chacun de nous se trouve sur cette mare-là ou bien sur cet étang d'eau-là, comme une salade d'eau douce et qui peut, au gré de la direction de vent, tanguer d'un côté ou dans l'autre. Donc le but en fait, de ce genre de débat, c'est de permettre à ce qu'on puisse s'accrocher à quelque chose. Voilà, s'accrocher à quelque chose. Parce que, et surtout, faire prendre conscience toujours aux jeunes générations qu'on n'aura jamais l'intelligence et la sagesse des anciens. On ne peut que l'épouser ou aller en bas. Voilà. Et l'exemple que je donne, c'est que lorsque, à force de recherche, un philosophe mathématicien comme Nicolas Copernic, qui a réussi à trouver que, à l'idée, à la recherche, que c'est plutôt l'héliocentrisme qui est la vérité. Il marque son passage sur la terre pour toute l'éternité, parce que personne ne viendra encore, celui qui viendra faire encore parler de ça, il ne fait qu'une répétition. Il ne fera qu'une répétition. Donc il faut respecter les anciens, il faut respecter les anciens, l'intelligence des anciens. Parce que ce qu'ils doivent savoir, pour illustrer ce que je dis, pourquoi il faut respecter les anciens, les incultes, parce qu'ils ont du savoir. Et puis les anciens ont l'avantage d'avoir deux intelligences. Il y a l'intelligence comme apport initial que Dieu donne à chacun d'entre nous. Mais il y a l'intelligence qui vient de l'expérience. Il y a l'intelligence que moi j'appelle personnellement l'intelligence opérationnelle.
Donc les aînés, celui qui est plus âgé que toi, il a l'avantage des deux. Donc il faut être humble généralement pour les écouter et puis ne serait-ce que les respecter pour pouvoir avoir de la sagesse. Voilà. Et puis, j'aurais dit quand même aussi que des efforts soient faits au plan de l'éducation pour valoriser un peu nos langues. Parce que nos langues sont très riches. Et aujourd'hui, nos langues sont l'unique rempart actuellement pour qu'on puisse se ressourcer, se réidentifier. Et puis maintenant, commencer maintenant notre marche vers le développement. Parce que sans qu'on ne s'identifie pas, on n'ira nulle part. Il faut montrer qu'on a une identité. Maintenant, le seul bréviaire, la seule source qui nous permet de nous repositionner, donc d'avoir notre identité réelle et puis commencer notre marche, c'est nos langues. Et là encore, j'ai encore des exemples à donner. Un exemple à donner. L'exemple le plus illustratif, je prends la langue Djoula, qui est la langue la plus vulgaire qui est parlée. Le Djoula, pour dire de quelqu'un qu'il n'est pas bon, on peut le dire dans nos différentes langues, mais je suis sûr que c'est la même chose. Il dira Deni ou bien Moussene Akono Magne, pour dire simplement que tu n'es pas bon, tu n'es pas généreux, tu n'es pas vertueux. Je ne sais pas si vous voyez. Tout le monde est d'accord avec ça. Akono Magne. Maintenant, littéralement, Akono Magne, ça veut dire quoi? Ton ventre n'est pas bon. Vous voyez que ça n'a pas de... Apparemment, à première lecture, ça n'a pas de sens. Ton ventre n'est pas bon. En fait, il parle de l'âme. Il parle de ton intérieur, alors que l'intérieur, c'est l'âme. Vous voyez comme c'est profond. Donc ici, on peut même parler de cosmologie du Djoula déjà. On peut même, non, je dis cosmo. On peut parler de sa cosmogonie. Ouais, gonie, plutôt gonie. C'est-à-dire à travers ce petit bout de phrase déjà là, on peut restituer la cosmogonie de la langue Djoula. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi il dit, il va chercher, le Djoula va chercher dans l'âme pour caractériser quelqu'un qui est non généreux. Ça veut dire simplement, c'est l'âme qui est la racine. C'est l'âme qui est le point d'appréciation. Vous voyez? Donc on peut constituer, et puis aller, et puis au bout, sortir notre spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le prophète Mohammed, quoi on croit, c'est la même chose. Mais il faut qu'on s'identifie. Parce que c'est que moi, dans ma langue, maintenant, c'est exactement la même chose. Je suis sûr qu'en Nani aussi, c'est la même chose. Chez moi, en Tabana, par exemple, bon, je suis de deux côtés, en Tabana, ma grand-mère me disait quand je faisais une bêtise, Malamo, maman. Ton ventre, étymologiquement, n'est pas bon. La même chose. Et le ventre, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, c'est l'âme. Donc, à travers là encore, je peux reconstruire la cosmogonie du peuple tabana à partir de là, à partir de ce bout de phrase-là. Quand un bébé naît, en pays tabana, quelques jours après, on lui dira, ah, Nambongo yo yugu. Nambongo en tabana, ça veut dire quoi? C'est l'étranger. Donc, allons demander les nouvelles à l'étranger. Donc, on va avoir une petite, entre guillemets, comme la Grèce antique, là, où on a parlé de Pythagore, là. Et puis, on lui fait des trucs. À part de ça, je vais dire simplement, on peut reconstruire notre spiritualité. En médecine, la pharmacopée. Si on prend le mot Djoula encore, on dit le Djoula, les feuilles, là, la nature, on dit flabourou. Flabourou. Donc, l'univers des feuilles, flabourou, en termes étymologiques, pour ceux qui comprennent un peu le Djoula. Les feuilles, on dit flabourou. C'est flabourou, non? Flabourou. Mais si tu découpes le mot, tu vas voir, il y a fla dedans, médicament, et puis univers. Donc, l'univers des médicaments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire,
réellement Dieu tel qu'il nous a créés, on doit se soigner avec, on va se soigner avec des feuilles. C'est une orientation. Bon, imaginez maintenant que des exégètes des langues se réunissent, et puis on parle de ça, et puis on reconstitue. On va décider de reconstruire notre spiritualité. Et on va s'identifier, et puis se mettre, et puis notre développement va commencer. Donc, ce que je voulais conclure par là, pour dire, j'ai parce que seul mot, tout le monde a la connaissance, à la recherche de la connaissance, tout le monde a la recherche de la connaissance, parce que pour les jeunes, il n'y a de réelle autorité que l'autorité de la connaissance. Je vous remercie.